Les Français parlent trop vite. Ils coupent les mots tout le temps. On ne comprend rien. C'est un peu ce que certains étudiants disent quand ils sont frustrés dans leur apprentissage. Et ça se comprend. Surtout quand vous pensiez tout savoir du français. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Quand vous êtes arrivé en France, vous pensiez arriver avec un niveau de français qui va vous permettre d'avoir des conversations de base avec les Français. C'est-à-dire saluer, engager une petite conversation pour parler de soi, s'intéresser aux autres, commander quelque chose, demander des informations pour vous, etc. Et puis, vous commencez à avoir vos premiers contacts avec les Français, et là, vous vous dites que tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant ne vous sert à rien. Bon, même si sur le moment on peut se dire ça, je vous rassure, si, bien sûr, ce que vous avez appris vous sert et vous servira pour le futur. En fait, c'est juste que l'information est enregistrée quelque part dans votre cerveau, mais vous n'arrivez pas à pratiquer. Pendant vos classes de français, vous comprenez le professeur dans l'ensemble, vous comprenez les audios, les podcasts, mais une fois que vous êtes avec des Français, vous vous rendez compte que ça va trop vite. Et vous savez que pour avoir une conversation, il faut savoir comprendre avant de parler. Mais là, c'est trop compliqué pour vous et ça vous désespère. En fait, quand vous êtes en classe, vous avez le temps d'écouter une seule et même personne, votre professeur. Et puis, il a de la patience. Il peut vous faire répéter 15 fois la même chose. C'est normal. C'est son travail. Mais après, quand vous êtes dans une situation de la vie de tous les jours, les choses vont vite. Même trop vite, parfois. Vous entrez dans des contextes difficiles pour pouvoir pratiquer le français. Les gens ne sont pas des professeurs. Ils n'ont pas le temps, pas de patience. Ils peuvent vous aider, mais ça reste très ponctuel. Et puis, vous sentez que vous devez pratiquer tout ce que vous avez appris en 5 secondes chrono. Vous devez adopter un vocabulaire technique quand il s'agit de faire des démarches administratives. Vous devez demander à quelqu'un où se trouve la pharmacie la plus proche, alors que cette personne doit se dépêcher pour aller au travail. Et en plus, avec tout ça, vous devez écouter, réfléchir à ce que vous voulez dire, vous exprimer de la meilleure manière possible. Bon, autrement dit, dans ces situations où tout va trop vite, vous êtes submergé d'informations. Les locuteurs natifs d'une langue ont tendance à parler plus rapidement souvent pour des raisons d'efficacité, d'émotion ou d'habitude. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, peu importe la langue. Donc, c'est une étape du processus d'apprentissage qui est complexe à gérer, mais qui est nécessaire en fait. Alors pourquoi il y a une telle différence entre ce que les professeurs vous ont appris et les conversations avec les Français natifs? Eh bien d'abord, les Français utilisent beaucoup de contractions. En fait, on supprime des voyelles et des syllabes pour dire la phrase plus rapidement.
Pour la conjugaison du verbe être à la première personne, on vous apprend à dire « je suis ». Eh bien, les Français, ils vont couper le « e » et ils vont dire « je suis ». La même chose avec la deuxième personne de ce verbe, « tu es ». Ça se transforme en « t'es ». D'ailleurs, on peut avoir plusieurs « e » coupés dans la même phrase. Et là, je vous invite vraiment à utiliser la transcription pour bien comprendre comment je vais transformer la phrase qui arrive. Donc, par exemple, cette phrase. Je me demande ce que je ferai de ce truc. Je me demande ce que je ferai de ce truc. Ici, on va couper tous les E de la phrase. Oui, on va tous les couper. On ne va pas les dire. Réécrivez la phrase en mettant des apostrophes à la place des E. Et puis, écoutez-moi attentivement pour voir comment la phrase serait dite par un français natif de manière plus rapide. Je vous le dis 3 fois. Je me demande ce que je ferai de ce truc. Je me demande ce que je ferai de ce truc. Je me demande ce que je ferai de ce truc. Vous voyez, ça change beaucoup, non? Et ça peut vous faire peur. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous donne mes conseils un peu plus tard dans cet épisode. Et vous avez vu, j'ai dit le mot « truc » dans cette phrase. Truc, c'est un mot qu'on utilise tout le temps en français. Je vous dis sa signification et son usage dans quelques minutes. Avant ça, je continue avec les contractions. En français, les mots s'enchaînent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligatoirement de pause entre chaque mot. On relie les mots entre eux. En français, le rythme est très régulier, car toutes les syllabes sont prononcées de manière similaire. Ça donne une impression de fluidité, mais ça peut compliquer la reconnaissance des mots pour ceux qui ne sont pas habitués à ce style. En plus, les liaisons et les enchaînements entre les mots modifient souvent la prononciation. Par exemple, pour dire « Where are you from ?» en français, si on réfléchit à quel mot on doit dire, ça va être « tu es de où ?» Donc, ça va donner « tu es d'où ?» qu'on peut aussi dire de différentes façons, comme « d'où es-tu » ? D'où es-tu ? Si vous la lisez, vous allez comprendre ce que je dis. Mais si un Français natif pose la question et que vous n'avez pas de sous-titres ou de transcription, c'est une autre histoire. Écoutez bien, je pose la question comme un natif. T'es d'où ? T'es d'où ? En général, on va rajouter « toi » pour bien se faire comprendre, car il n'y a pas beaucoup de syllabes. T'es d'où, toi ? T'es d'où, toi ? Ou si vous posez la même question qu'il vous a posée avant, vous pouvez dire « Et toi ? T'es d'où ?» Vous voyez ici, l'intonation tombe toujours sur la dernière syllabe d'un groupe de mots. Pas comme en espagnol et en anglais, où ça va dépendre du mot que vous utilisez. Et ici, l'intonation en fin de phrase est super importante. Je pose une question, donc je dois mettre une intonation haute à la fin. T'es d'où ? T'es d'où ? Si je fais l'erreur de ne pas mettre d'intonation, alors ça sera dit de cette façon. T'es d'où ? T'es d'où ? Et là, l'autre personne peut comprendre que vous lui dites qu'elle est douce. Donc, where are you from, en français, peut se transformer en you're sweet ou you're soft. Bon, ça peut engager une conversation un peu bizarre. En parlant de choses bizarres, il y a aussi les mots d'argot en français. D'ailleurs, le mot truc en fait partie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors en fait, ça veut dire une chose ou un objet. Mais beaucoup de mots français peuvent vouloir dire plein de choses différentes. Ça s'appelle des mots polysémiques.
Donc, pour le mot truc, on peut l'utiliser pour parler d'une chose. C'est quoi ce truc? On peut l'utiliser pour parler d'une méthode. Je connais un truc pour mieux mémoriser le vocabulaire. Ici, un truc signifie une astuce, une méthode. Et truc peut aussi se référer à une situation. Il m'est arrivé un truc incroyable. Vous voyez? En fait, les natifs utilisent souvent de l'argot qui ne sont pas enseignés dans les cours de langue. Et un mot que vous avez appris peut aussi avoir différentes manières de se dire en argot. Par exemple, l'argent, dans le langage familier, on va dire le fric, le pognon, le blé ou les thunes. Pour parler d'un homme, on peut dire un mec. Pour parler d'une voiture, on peut entendre une caisse, une bagnole. Pour demander si ça va, on peut dire ça roule. Et pour dire qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, on va dire j'ai la flemme. J'ai la flemme. Vous voyez, ce sont plein de nouveaux mots que vous allez écouter un jour ou l'autre si vous vivez en France. Donc le vocabulaire change en fonction du registre et de la personne avec qui vous parlez. Surtout si vous parlez avec des adolescents, des jeunes, là, il y aura beaucoup d'argot. Les jeunes utilisent beaucoup ce qu'on appelle le verlan aussi. Alors, le verlan, si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, utilisez la transcription ici, ça va vous aider. Le verlan, c'est une forme d'argot français qui consiste à inverser les syllabes d'un mot pour créer une nouvelle version de ce mot. Je m'explique. Le terme verlan lui-même est une inversion du mot l'envers. Verlan, l'envers. Vous voyez? On utilise le verlan pour tout type de mots, même les mots d'argot. Parfois, on modifie un peu le mot pour que ça sonne mieux ou ça soit plus fluide. Par exemple, le mot policier, en argot, ça sera un flic. Le verlan de flic, ça sera un keuf. Flic, keuf. Flic, keuf. Oui, parfois, c'est pas très logique. Bon, ce type de vocabulaire est utilisé, comme je vous disais, par les jeunes. Et puis, dans certaines régions, il y a des mots qui sont dits d'une autre façon. C'est le cas du pain au chocolat que vous commandez à la boulangerie. Si vous allez dans le sud-ouest de la France, notamment à Bordeaux, le nom change et s'appellera chocolatine. Et il devient féminin. D'ailleurs, dans le sud-ouest de la France, comme dans le sud-est, notamment du côté de Marseille, ce sont des accents différents de ceux du nord ou de Paris. Ils vont avoir tendance à allonger les voyelles plus que les Parisiens. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous vivez dans le sud de la France et si vous avez noté un accent différent. Donc, à Marseille, ils vont parler comme ça. Vous voyez, ils vont allonger les voyelles. Ça donne ça. Donc, pour mieux comprendre, vous pouvez essayer d'écouter beaucoup de Français parler. Je vous invite à regarder des films, des séries, surtout si vous avez un niveau intermédiaire. Écoutez des podcasts, ça peut vraiment vous aider. Lisez la transcription avec aussi. Les sous-titres, au début, c'est très pratique pour les films. Mais après, il vaut mieux essayer sans, pour vous habituer au rythme. Et pour l'argot, je vous invite aussi à consulter des ressources comme des dictionnaires d'argot, par exemple Larousse Argot, ou des sites dédiés comme Parlez-vous français. Bien sûr, en écoutant mon podcast, ça va clairement améliorer votre compréhension. Par exemple, essayez de regarder les connecteurs que j'utilise dans mes épisodes. Il y en a beaucoup que je répète et ce sont des connecteurs que tous les Français utilisent. Et puis, il est important d'être curieux sur la culture française. Les Français
aiment bien parler de films, de musique ou même de blagues et d'expressions qui viennent de leur quotidien. Découvrir un peu leur univers peut vraiment vous aider à mieux les comprendre. Pourquoi? Parce que s'ils voient que vous êtes intéressé, alors ils vont s'intéresser à vous en retour. Il ne faut pas vous inquiéter si vous ne comprenez pas tout sur le moment. C'est normal, ça prend du temps. Les gens sont souvent contents quand vous faites l'effort. Et si vous demandez «ça veut dire quoi?», ils vous répondront. C'est en pratiquant et en écoutant que ça devient plus facile. Il suffit d'être patient et persévérant. Et si vous ne connaissez pas encore de personnes natives avec qui pratiquer, prenez un professeur qui aura beaucoup plus de patience pour vous expliquer tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous voulez plus de conseils pour mieux comprendre les Français, n'hésitez pas à m'écrire directement. Et si vous sentez que c'est le moment de booster votre compréhension, je vous organise des classes spécifiques à vos besoins, si vous voulez. Sachez que vous avez le droit à un appel gratuit pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Et pour terminer, n'oubliez pas, il faut écouter les autres pour être écouté. À la semaine prochaine les amis. Ciao.